Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Aujourd'hui, le 7 on est en 2022. 2022, on a réussi à passer à travers. Ben oui, puis je sais qu'on vous a manqué parce qu'il n'y avait pas d'épisode de Frisson TV sur... il n'y a pas d'épisode sur Frisson TV, en fait, en décembre. Et la semaine dernière, on a pris un petit break parce que c'était la fin de l'année. Là, on revient en force cette année parce qu'on a un invité incroyable, c'est Annie Richard, Là, je ne suis jamais capable de le dire. Vas-y, Christophe. La dépoussiéreuse de crime. Merci, je suis toujours en train de moffer ce petit nom-là. Et il y a une affaire aussi qui est très intéressante, c'est qu'on arrive en 2022 et on a présentement, on parlait des réseaux sociaux, 1000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc pour ça, on va se partir une petite musique. Je l'adore, ce clip-là. Je sais, c'est pour ça que j'essaie de le plugger le plus souvent possible. Mais bon, hey, messieurs, avez-vous reçu des cadeaux de Noël? Avez-vous eu des choses? Est-ce que vous êtes acheté quelque chose entre Noël? Hey! Salut les zombies! Salut les zombies! Bonne année à tous! Mais ça y est, on commence l'année. Le gars demande, mais il oublie toujours qu'on doit dire, et maintenant, le tour de table horrifique. Non? Ah, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Bienvenue au tour de table horrifique. Tu sais, quand tu as bu de la boisson pendant tout le dernier mois, c'est difficile de se rappeler de certaines choses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de show et de podcast. Donc. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je peux commencer, les gars, pas de trouble. En fait, c'est ça, là, pour tout dire, là, on enregistre ça au début décembre. Là, le monde ne sont pas niaiseux. C'est bien plate. Non, mais parce que moi, je vais parler de Noël un peu. T'sais. Ça, je l'ai déjà montré là, dans un des épisodes. Ouais, tu casses l'ambiance surtout. Non, c'est parce que qu'est-ce qui a rapport avec le Père Noël? Mais c'est pas Silent Night, Deadly Night, c'est Christmas Evil. Cette semaine, je t'ai invité à Terreur sur le pod. On a enregistré un épisode qui va sortir le 25 décembre, qui est déjà sorti, en fait, là, dans la temporalité des gens qui nous écoutent. Puis, on a, je ne sais pas si tu l'avais déjà vu, là, Terreur au Royaume des Jouets, Christmas Evil. Oui. Non, mais c'est incroyable! J'ai tellement trippé, je ne l'avais jamais vu. J'ai ri, là. Et puis moi, ma blonde, on se tapait ses cuisses. C'est tellement... c'est schizophrène comme film. C'est éclaté. C'est du bon. Moi, j'ai trippé sa musique. En tout cas, c'était vraiment le fun de retrouver les gars aussi. On a tellement du fun avec Serge et Bruno, là, des tripeux. J'ai reçu récemment le livre que j'avais en PDF, Confession of a Puppet Master de Charles Bell. Écœurant. Pour vrai, là, c'est tellement bon. Là, les gars, les fois. Beaucoup imagé? Non, pas tant que ça. Il y a quelques petites photos dans le milieu, là, mais c'est pas pour ça que... Mais 90% du temps, il faut lire. Oui. Les gars, il faut que vous lisez ça. C'est incroyable. Pour vrai, les anecdotes qu'il y a là-dedans, là, c'est juste du bonbon. Moi, là, je trippe sur tous les formats inimaginables de home vidéo. Je me suis ramassé Laserdisc de Poltergeist. Wow! Un film que j'aime beaucoup. J'avais déjà dans plusieurs formats. Mais la petite trouvaille que je trippe encore plus, là, c'est un Laserdisc Criterion de Carrie. J'avais jamais vu ce visuel-là comme pochette. Ouais. Puis j'avais jamais vu ce logo-là non plus de Criterion. Tu sais, le Criterion, on le voit. On le voit pas bien. Ah, ok, voilà, on le voit. J'avais jamais vu ça. Puis il y a des extras en plus. Tu sais, c'est sorti ça en 93, tu sais, dans le boom là, du Laserdisc, là, avant que les DVD arrivent. Là. Puis, en tout cas, belle édition. Pas payer ça trop cher. J'étais très content. Fait que voilà, ça fait le tour de mes bébelles pour la semaine. Là, je suis curieux, par exemple.
Je sais que ouais. tu as un disc player, le vieux disc player, mais est-ce que tu as un laser disc player aussi? Ouais. Toi, tu parlais des vidéodisques. Oui, hein? des vidéodisques. Vidéodisques, oui, effectivement, j'ai un lecteur fonctionnel. Puis j'ai un lecteur de Laserdisc aussi que je me suis acheté l'an dernier de Félix B. Desfossés, qui est animateur à Radio-Canada, qui est un collectionneur complètement cinglé. Il y avait ça qui traînait avec Retour à le futur, puis plein de films. Puis oui, ça fonctionne très bien. Très content. Mais je préfère écouter des Blu-ray, mais... Peut-être des 4K plus tard. Parlant de Blu-ray, moi, j'ai décidé de me payer un petit peu la traite pendant Noël. Je me suis pogné vraiment des films là, que je ne connais pas. Ça, c'est Panic Beats de Paul Naschy. Ben oui, c'est espagnol, ça. Oui, puis il n'y a même pas la track en anglais dessus. C'est en espagnol. Ah ouais. J'ai acheté aussi Dead Screams que je n'avais jamais vu et je l'ai écouté cette semaine. Belle pochette. My God, que c'est pas bon. Ah ouais? Pour de vrai? Vraiment pas bon. Il n'y a pas comme coûter comme 46$ en à plus. À peu près. Là, c'est c'est un Arrow, ça? Oui, c'est un Arrow. Puis la pochette est super belle. Ben oui, comme découpé, là. Ah, magnifique. Wow. On aime ça. Oui, mais ils font des mais bonnes pour un mauvais éditions. film. Celui-là, je l'avais vu quand j'étais plus jeune, The Borrower, un extraterrestre qui se colle des têtes décapitées sur la tête, sur le cou, en fait, là, et qui devient cette personnalité-là. C'est vraiment bizarre. The Prowler, que je n'ai pas vu encore. Classique. Et apparemment, moi aussi, c'est excellent, ce film-là. Je l'ai dans mes films non vus, dans ma super collection de films non vus, et je ne l'ai pas regardé non plus. Et ça, là, Tom Savini, là, était au sommet de son art. C'est brutal. Puis c'est le gars qui a réalisé aussi Friday the 13th Part 4, Frank, Joseph Zito. Joseph Zito. Bravo, félicitations. Tabarnouche, je connais ton affaire. Cette édition de Phantom of the Mall de Arrow, je l'ai écouté. C'est la première fois que je le voyais et c'est vraiment bon, ce film-là. Ah ouais? Je ne croyais pas que ça aurait été aussi bon. Puis vraiment, là, on a un livret, on a un poster dedans. Belle édition. C'est solide là, comme édition. Ça vaut son 40$. Ouais, ça valait vraiment son argent. Et j'ai eu un cadeau, puis ça donne bizarre parce qu'on a fait un concours le mois passé, puis Gladius avait sorti justement ce jeu-là qui est dessin et mime, horreur. On l'avait joué à l'hôtel avec Steve. À Matane. À Matane, oui, c'est ça. Oui. Avec la gang, puis c'était très drôle. Je me suis vraiment amusé. Si jamais vous voulez essayer ça, là, Gladius. OK. Cool. Moi, je vais y aller assez rapidement. J'ai jamais vu de Rocky Horror Picture Show. Ah, ben. Je ne l'avais pas dans ma collection. Puis là, je me suis acheté quelque chose sur Amazon à 34,99$. Puis il me manquait une scène pour avoir le free shipping. Et là, ça a popé. Habituellement, je demande à Martin, peux-tu me shipper ça? Mais là, il était comme 5$. Fait que j'ai fait, c'est pas pire. Let's go, on va prendre ça. C'est sympathique. C'est divertissant, mais tu sais, je sais pas si tu vas aimer ça. On va voir. C'est un musical, tu sais. De Vestron Video, j'ai Nice. Dementia 13 et ça, j'ai jamais vu. Martin m'a dit que jamais vu ça. Tu m'as dit, Martin, c'était super bon. Fait que j'ai fait confiance. Ouais, fait que je l'ai pris. Puis, mais Dementia 13, c'est Francis Ford Coppola, c'est son premier film. J'ai jamais vu non plus. Il est comme dans le domaine public. Hein. Il y a des releases de ce film-là partout. Puis là, j'ai payé pour, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, j'ai reçu en début d'année Best Friend, qui est un film, ça fait super longtemps que je n'ai pas vu et que j'ai toujours mélangé avec Cujo quand j'étais jeune. Ah ouais, en fait, je me rappelle plus quel chien est quel parce que j'ai pas vu Cujo depuis des années. Moi, c'est lui que je me tape une soirée que j'écoute Cujo et Man's Best Friend. Celui-là, c'est le chien, on dirait qu'il est mécanique, ça se peut-tu? Il est pas, non, mais il n'est pas mécanique. C'est juste engineeré puis il pisse l'acide. OK. Wow, OK. Zamblard, tu quelque chose, toi? Ben, en fait, non, j'ai pas vraiment grand-chose. C'est juste que là, vu que c'est le début de l'année, n'est-ce pas, Christophe? J'ai défait mon sapin de Noël et en fait, mes voisins sont super contents parce qu'ils n'aimaient pas les boules que j'avais accrochées parce qu'elles n'étaient pas lumineuses et elles étaient trop grosses. Donc, voilà. C'est tout. Merci, au revoir. Fait que pour le premier show de l'année, on part ça en force parce qu'on a avec nous. En fait, je suis un peu stressé parce qu'elle est super top dans ses émissions de TV, ses podcasts, puis nous autres, on est là avec des fois du son moyen, puis etc. Ouais. Fait que, à la bonne franquette. Ouais, c'est ça.
Mais on est amis à Simon Prège, là, fait que peut-être Prège, il aurait dit, ouais, les gars sont cool, là, tu peux aller les voir, etc. Fait que, sans plus tarder, tu veux que je fasse une petite bio oui, de Anne Richard? Une petite bio. Oui, ben, j'ai monté ça. Anne Richard, c'est une détective privée accréditée qui est passionnée de true crime, de cold case, de tout ce qui est mystère irrésolu, principalement québécois. D'ailleurs, les filles de Captive, quand on les a reçues sur le show, nous en ont parlé, ils sont fans, tout ça. Je ne sais pas si ça va passer après ou avant, mais en tout cas, des fois, on enregistre des shows, on ne sait plus quand est-ce qu'ils passent. Captive va passer avant. Ah, parfait. L'épisode 36, puis on est à l'épisode 30. Allez, vas-y, abrège. On la connaît aussi sous le nom de la dépoussiéreuse de crime, qui est d'abord née sous forme d'une page Facebook, qui est devenue aussi un bref balado, qui était sur l'affaire Lambert en 2019-2020. Elle a fait paraître un livre aussi cette année aux Éditions de l'Homme, qui s'appelle La dépoussiéreuse de crime. Puis elle a eu la participation de nul autre que le négociateur lui-même, Claude Poirier, participé à son livre, c'est pas rien. Puis aussi, elle est derrière la balado Rétrocrime avec Jean-Philippe Rousseau, qu'elle a lancé en 2020. Il y a une émission de télé aussi diffusée sur Canal D qui s'appelle Sur ta rue, qui a été renouvelée, qui va avoir une deuxième saison en 2022. Donc, sans plus tarder, Zomblard, bienvenue à Anne Richard parmi nous. Salut! Allô, salut! Juste rectifier une chose, là, côté montage, puis tout ça, la dernière fois que j'ai fait quelque chose du genre, c'est d'enregistrer de la cassette à une autre, le 6 à 6, là, à peu près en 96. Fait que c'est pas moi qui suis bonne là-dedans. Mais ça, on l'a tout fait, enregistrer le 6 à 6 d'une cassette mais d'une cassette à un autre, là. Parce qu'il y avait 2-3 chansons que tu n'aimais pas vraiment, fait que tu voulais les enlever pour garder tes préférés. C'est ça, on sélectionne. Bonjour. Merci. Ben oui, merci beaucoup d'être avec nous. C'est ça, je parlais de Simon Prège tantôt, je faisais une petite blague avec Simon parce qu'on est assez proches, Simon et nous, en fait. Mais OK, toi, ça fait longtemps que je vois des posts sur Facebook, puis j'ai vu Dans ta rue, puis j'avais pas fait le lien, en fait. Puis moi, j'ai fait comme OK, c'est Annie qui fait Dans ta rue. Je trouve ça super intéressant. Puis là, je veux savoir, là, de base, tu es une détective privée accréditée, puis là, tu as une passion pour le true crime. OK, comment tout ça a commencé? Là? Ça vient de où, cette passion-là, en fait? Ben, en fait, ça a commencé parce que j'ai une de mes meilleures amies, que ses parents, à elle, sont embaumaires de métier. Fait que c'est ça, c'est plus ou moins commun, là. Puis, c'est ça. Fait qu'en fait, elle était déjà au courant là, de cas sensibles qui arrivaient, là, de cas résolus ou non résolus, mais des fois tristement célèbres même, là, qui se sont passés au Québec, là, de meurtres. Donc, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça un peu parce qu'elle faisait déjà un peu d'enquête là-dessus. Elle a fait son cours avant moi. Maude, mon amie Maude. Fait que, puis finalement, c'est ça, j'ai été faire mon cours aussi. Parce que, dans le fond, je me trouvais spécial un peu de faire ça. C'était comme nouveau, c'était en 2014, tu sais, puis les gens, ils comprenaient pas vraiment. C'était pas... tu sais, à cette époque-là, ça a beau pas faire si longtemps que ça, mais c'était pas... C'est pas aussi populaire, le true crime, qu'aujourd'hui, là, depuis 5, 6, 7 ans, là, ça a explosé. Il y a comme eu un boost comme incroyable. Oui, surtout au Québec, parce que je pense qu'en France, aux États-Unis, ça a toujours eu pas mal la cote, mais ici, tu sais, si tu n'avais pas Canal D, tu n'étais pas au courant de true crime, tu sais, c'était un peu ça. Fait que c'est pour ça que j'ai été faire mon cours, parce qu'on dirait que sinon, j'étais un peu imposteur, parce que quand on n'est même pas victime collatérale, j'ai personne dans ma famille qui est disparu ou qui a vécu un crime en tant que tel. Fait que c'est sûr que là, j'avais comme besoin de montrer que tu sais, puis finalement, ma carte, je la flash jamais, là, on s'entend, là. Mais je l'ai faite pour avoir mon accréditation aussi, pour que les familles de victimes puissent... savoir, tu sais, que j'allais faire ça dans l'ordre de l'éthique professionnelle, parce que sinon, je pourrais perdre mon permis. Tu sais, fait que c'est un peu comme une petite garantie. Fait que c'est comme ça. On voit la crédibilité un peu aussi en même temps. Oui, mais je vous avouerais, auprès de qui, c'est difficile à dire. Que cette carte-là, ce que ça amène aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en ayant ça, on devient automatiquement, c'est comme si c'était une formation de détective privé, mais en fait, c'est un permis d'enquête privée. Tu sais. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui va être capable de faire de l'enquête privée. Puis c'est sûr, ça donne pas nécessairement, ça nous donne des bases, mais c'est surtout pour l'éthique professionnelle, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire avec ça. Fait que ça permet d'exercer le métier, tu sais.
le monde ne font pas toujours la différence. C'est pas une finalité de faire ce permis-là, c'est bien, là, tu sais, puis j'encourage les gens à le faire, mais ça va pas faire de eux quelqu'un qui va être capable d'aller dans les archives ou quoi que ce soit. Ça, c'est autodidacte, il faut vouloir le faire, puis il faut vouloir l'apprendre. Puis après ça, dans le fond, c'est à tâtons, j'imagine. C'est de fouiller sur Internet, de te rendre compte que, oui, il y a telle base de données que je ne connaissais pas, puis là, ça devient un de mes outils de travail. Oui, en fait, souvent, c'est quand on est, tu sais, comme moi, j'ai 3 grosses enquêtes qui m'ont pris 2 ans chaque à peu près. Dans ce temps-là, je viens un peu folle. Tu sais, ça devient une obsession un peu. C'est une belle obsession, par exemple. Ça reste sain, là, je le dis, mais je l'appelle de même. Pareil, c'est une obsession, ni plus ni moins. Puis ce qui arrive, c'est que des fois, tu veux tellement tout trouver, là, tout savoir, parce qu'il manque juste, tu sais, souvent quand c'est dans le passé, on sait qu'on peut aller fouiller bien des affaires, tu sais, bien des registres de généalogie, tout ça. Fait que, tu sais, par exemple, la généalogie, ça ne m'attirait pas du tout avant. Mais là, à un moment donné, je veux absolument l'adresse qui est écrite, parce que c'est écrit dans les registres de mariage des années 50. Mais je la veux, son adresse, pour avoir le numéro, pour savoir si, tu sais, j'avais un domino d'informations reliées à cette adresse-là d'un couple de criminels à l'époque, dans les années 50, qui résidaient dans l'est de Montréal. Là. Puis, juste de chercher cette adresse-là, qui, soit dit en passant, je ne l'ai jamais trouvée jusqu'à ce jour. C'est la seule, c'est un défi pour tout le monde. Tout généalogiste qui m'entend dire ça s'essaye, puis il ne le trouve pas non plus. Fait que ça fait en sorte que je suis devenue, tu sais, vraiment plus perfectionnée. Je me suis peaufinée en généalogie, puis c'est super nécessaire quand on fait du cold case d'époque en plus. Là. Écoute, moi, je veux qu'on parle de... Bon, tu as commencé comme détective privé, comme tu dis. Dépoussiéreuse de crime, c'est né comment, ça, en fait? Je le dis-tu? Mais écoute, on peut passer, on peut passer ta bande-annonce si tu veux. C'est pas une mauvaise question. Okay. C'est juste parce que moi, je participais déjà sur un blog, tu sais, en fait, comme auteur ponctuel, là, tu sais. Puis à un moment donné, la personne, c'est une super personne là, qui est super bonne là-dedans, qui m'a formé un petit peu dans la recherche d'archives. À un moment donné, ça ne tentait plus que je sois sur son blog pour X raisons. Je n'ai pas vraiment su. Fait que voyant mes textes disparaître, ça me prenait un nom plus vite. Fait que Dépoussiéreuse de crime, c'est un nom que j'ai trouvé sur le fly, vraiment là, sur une pause de la job, en me disant il faut que je me dépêche à m'ouvrir un autre pour pas que mes familles de victimes, tu sais, je voulais me dépêcher à replacer mes textes puis avoir une nouvelle adresse courriel pour qu'on me rejoigne parce que sinon, ils n'ont plus le texte de leur défunt ou disparu sur l'ancien blog qui ne m'appartenait pas. Fait que je me suis tellement dépêchée à trouver un nom. Je trouvais ça extrêmement cheesy, pour vous dire, là, au début, parce que je ne pouvais pas appeler ça. Tu sais, toutes les idées qui me venaient, qui sont mainstream. Étaient déjà prises. Non, étaient déjà pris. Tu sais, Québec Crime, c'est déjà pris, mettons, tu sais, des choses comme ça. Puis c'est la première fois qui m'est venue en tête. Puis je me disais, au pire aller, ça fait un peu cartoonesque comme nom, mais les familles me connaissent puis ils savent que c'est correct. Puis finalement, ce nom-là pognait full. C'est comme un drôle d'adon. Quand je cherche ensuite, ça ne marche jamais. Puis là, celui-là que j'ai mis n'importe quoi, ça marchait. C'était un bon flash. Ouais. Pour le public, j'aimerais ça qu'on passe un petit extrait de ta bande-annonce sur c'est quoi la dépoussiéreuse de crime. Fait que Zomblas, si tu pouvais nous partir ça. Comment tout ça a commencé? Bien, j'ai reçu un courriel un soir. C'était un homme dans la quarantaine qui me demandait de l'aide. Quelque chose qui avait bouleversé son passé. Dans le fond, sa mère avait été tuée par son père. Pour me rendre compte que c'était quand même quelque chose qui était difficile à cerner puis à trouver. J'ai commencé à chercher pour lui, mais c'était pas évident. Lui-même avait réussi à trouver le peu que j'avais trouvé d'articles de journaux de l'époque. Finalement, il a continué. Le lendemain, on s'est réécrit par courriel, puis il a continué son histoire. Et c'est là que j'ai découvert que, dans le fond, c'était pas mal plus nébuleux et pas mal plus spécial que je pensais comme histoire. La dépoussiéreuse de crime. Une production originale H2O Web Media. C'est très mystérieux comme petit trailer de ton... C'était comme ton podcast, en fait, je peux dire. Oui, c'est ça. Ben, celui-là, c'est le seul où ça a été une série, en fait. Une série sur le même cas qui valait la peine de faire une série. Puis d'ailleurs, ça a fait déboucher des choses aussi. Cette histoire-là. Puis d'ailleurs, j'avais le Salon du livre en fin de semaine. Puis c'est la victime collatérale qui s'est présentée. Puis il est resté avec moi tout le long. Fait qu'il y a plein de gens qui connaissent l'histoire, qui m'ont connu par ce podcast-là, qui venaient, puis que là, ils me parlaient de cette affaire-là. Puis je disais, ben, il est là, Michel. Il est à côté de moi. Oh. Ça a été une petite surprise pour du monde. Là. Ouais. La réaction des gens devait être comme... Ils se sentaient-tu
Je sais mal pas. à l'aise. Ça devait être comme un peu bizarre pour les gens, non? Non, je pense pas. Je pense qu'il était content parce que ceux qui ont suivi l'affaire voient qu'on a affaire à quelqu'un là, de facile d'approche puis qui est capable d'en parler puis tout ça. Parce que oui, c'est vrai, tu sais, des fois, quand on ne sait pas les familles de victimes, on a peur que ce soit touché, puis tu sais, on ne sait pas hein, comment agir avec ça quand on, tu sais, avec ce genre de drame-là, mais je pense que ceux qui ont suivi ça devaient savoir. Fait que non, je pense qu'ils étaient juste contents là, de le voir. Écoute, comme que je te disais avant le show, à toutes nos émissions, on a une petite section de questions en rafale que Martin s'amuse à... En fait, Martin a fait une enquête sur toi, je présume, puis il va te poser plein de petites questions en rafale. Fait qu'on va lancer le thème, puis après, je vais laisser Martin prendre la parole. Parfait. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? So, Annie, ces questions-là en rafale, c'est pour s'amuser. Évidemment, il a fallu que je fasse comme toi, que je fasse ma job de détective privé. Alors, j'espère que tu vas aimer ça. Je vais commencer avec la première question. Si je te demandais de faire une enquête sur les origines de El Zomblar, est-ce que tu accepterais? Oui, mais avec un nom comme ça, ce ne serait pas évident. Ça me prendrait mais écoute, je peux même essayer d'enquêter à savoir qui est El Zomblar d'abord et avant tout. Mais oui, je serais capable, oui. Ben, tu peux venir sans problème, je vais tout te dire. On va noter son nom tout de suite, El Zomblar. Regarde bien ça, El Zomblar, elle va sortir toutes sortes de choses sur toi. Là, tu es faite à l'os. Sans entrer dans les détails, quel est le dossier le plus bizarre sur lequel tu as travaillé? Mon Dieu, ils sont tous un peu, hein, parce qu'il y en a beaucoup. La plupart, il reste du mystère. Il reste un nuage de mystère même. Le plus bizarre... J'en ai un récemment, là, c'est l'histoire de Harold Baker. En fait, c'est l'histoire en fait, d'un non-identifié qui a été assassiné par la police dans les années 20 à Montréal. Je pense même précisément en 1919. Dans le coin de Côte-des-Neiges, parce qu'il était armé, puis bon, tu sais, même le policier avait été exonéré à l'époque de ça, puis il était non identifié pendant longtemps, sauf qu'il y avait peut-être eu erreur sur l'inhumé, sur la personne. Puis j'ai même été au cimetière des Trembles, là, à Pointe-aux-Trembles, pour essayer de trouver sa sépulture. Puis en tout cas, c'était vraiment entouré de mystère. Puis c'est comme si c'était un peu un mort-vivant, parce qu'après ça, il revient en cours dans les années 30. Puis là, je disais, c'est-tu lui? C'est pas lui? Puis en tout cas, ça nous a pris un bon bout de temps à débunker ça, moi puis mon collègue de mon autre podcast, le Rétro Crème. Puis ça, c'est vraiment du mystère. Puis on en a beaucoup dans les années 20 à Montréal, là. Wow. Attends, est-ce que tu as dit qu'il s'était fait tuer et il est revenu en cours en des années? Nous, c'est ce qu'on croyait parce qu'il portait le même nom. Tu sais, c'était Harold Kid Baker, tu sais, mais des Kid Baker là, criminels, il y en avait plein. C'est comme... C'était l'alias, le middle name là, très fréquent de l'époque, Kid. Là, tu sais, fait que, puis, en fait, il était inhumé sous un autre nom qui était Charles Devine, mais qui avait toutes les apparences d'être le Kid Baker qui finalement est revenu en cours de la Californie pour une affaire là, de crime des années 30. Puis là, j'ai dit, écoute, c'est un revenant. C'était vraiment spécial. Puis finalement, c'est parce que c'était bel et bien là, l'autre... la deuxième personne, mais il était comme inhumé sous un autre nom au départ, mais je pense que finalement, quand j'ai retrouvé dans les registres paroissiaux de l'église de l'époque, qui était protestante, là, c'était bel et bien le bon inhumé qui était là, mais puis j'ai trouvé même sa mugshot d'Ottawa, là, en Ontario, qui est la prison de Kingston. En fait, sont disponibles pour ces années-là, quand ça fait plus de 100 ans, puis là, c'est 1919, fait que ça fonctionnait. Puis finalement, c'était le bon inhumé, mais sur le coup, on était là, aïe, on a un mauvais inhumé au cimetière de Pointe-aux-Trembles, on trouvait ça bien funky. Il doit en avoir plein des mauvais inhumés en passant. Ah, c'est sûr. C'est vrai que c'est assez bizarre comme case. Est-ce que ton fils en est finalement revenu que ton livre soit disponible dans une librairie? Oui, il en est revenu. Là, il a su qu'il y avait eu, Christine Brouillette qui avait parlé de mon livre. Fait que ça, il a trouvé ça bien le fun parce qu'à l'école, il étudiait justement le collectionneur. Il y a eu un examen là-dessus. Fait que ça a été une autre petite fierté de sa part. Mais lui, l'émission, là, il m'en a jamais su à peine. C'est comme s'il n'y avait rien là. Il n'y avait absolument rien là. Mais le livre, ça l'impressionnait. Ça devenait vrai, là, parce que c'était tangible. C'était un objet, là.
Ouais. Ben, je pense qu'à son école primaire, il misait beaucoup sur la lecture aussi. Fait que Ouais, moi, j'ai l'impression que pour lui, ça avait plus de valeur. Mhm. C'est la télé, là, les jeunes écoutent moins la télé. Hein, Non, c'est vrai. Hein. Ouais. Si c'est pas sur Internet, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu utilises pour enlever la poussière sur les crimes? Ben, premièrement, je ressors les dossiers. Fait que ils n'ont pas le choix. Ils sortent de la boîte, la poussière à lèvres, j'imagine. Fait que déjà en partant, fait que je les commande. Je les commande à BANQ, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Okay. Ils sont vraiment poussiéreux, là. Les vieux dossiers des années 20, là, c'est poussiéreux, c'est bien entretenu, c'est bien entreposé. Non, c'est ça. Ils ne sont pas poussiéreux, par exemple. Non. Ça dépend. Dans une bibliothèque, peut-être des dictionnaires de généalogie ou des almanachs, tout ça, oui, ils risquent de l'être. Quand je dis poussiéreux, c'est que c'est qu'il aurait pu, oui, c'est sûr, c'était pas dans un environnement super, parce que les archives, c'est très contrôlé. Je pense qu'il y a même une température adéquate. Ah oui, hein? Pour pas la moisissure dans les livres, tout ça. Ah oui, c'est super bien classé. Fait que, mais si c'était sur des tablettes, en effet, qu'il n'y en aurait pas à peu près de la poussière dessus, mais sinon, on pourrait peut-être même plus les lire, ils seraient altérés, là. Fait que, mais c'est une façon de parler, mais c'est des dossiers souvent que ça devait faire depuis le temps que ça a été mis là, dans je ne sais pas quelles années, qu'il n'y a pas eu une empreinte dessus, là, tu sais. Ouais. Et pour avoir accès à ces dossiers-là, est-ce qu'il faut que tu aies ta licence de détective ou tout le monde pourrait avoir accès à des choses comme ça? Ou comment ça fonctionne? Tout le monde. Il n'y a rien que j'ai accès que les autres n'ont pas accès. Parce qu'il faut que je fasse avec le public, en fait. Là, peut-être qu'il y a des choses, mais je ne suis pas vraiment au courant. Je ne cherche pas à aller chercher des choses qu'il ne faut pas parce que ça met des gens un petit peu en pâture quand on essaie d'avoir des affaires qu'on n'est pas supposé. Moi, je ne fais pas ça parce que tout le monde a une intégrité à protéger. Fait que, mais je le dis tout le temps, tu sais, c'est sûr, quand je dis je vais chercher un primitif criminel, le monde, ça les impressionne, puis ils pensent que je vais chercher un dossier de police, mais c'est pas ça. C'est juste un index. C'est public, on a le droit de savoir ça. Tu sais, admettons quelqu'un, tu sais, dans notre entourage, qu'on va être certain ou... tu sais, on peut aller chercher ça avec la date de naissance si on l'a. Sinon, on cherche par mot s'il n'y a pas un autre au commun. Puis voilà. Puis on a les dossiers actifs s'il y en a eu, tout ça avec les procédures adjacentes à ça. Là. Fait que, mais il faut savoir comment le faire. T'sais, c'est intimidant un peu les premières fois que tu rentres au palais de justice, surtout celui de Montréal, qui est comme plus... on dirait que tu rentres aux douanes un peu, tu sais. Puis là, tu sais, après ça, c'est un ordinateur super archaïque, là, c'est le Mac avec un fond bleu pétant. Puis là, tu sais, si tu n'as pas mis la virgule à la bonne place, ça ne marche pas. C'est comme, tu sais, c'est ça. Là. Mais sinon, une fois qu'on sait comment, c'est plaisant là, pour aller chercher... So, on te demande d'enquêter sur le groupe de musique Supertramp. Quelle chanson est-ce que tu écoutes en faisant ton enquête? Ça dépend, là, l'enquête, je suis rendue dans mon émotion. Parce que c'est sûr que si je viens de trouver quelque chose, j'écoute cool. Ça, c'est clair. Mais si je suis encore dans le deep, là, puis l'émotion que je vais absolument trouver, ben, je suis dans le Fool's Overture, là, à peu près, là. Fait que, tu sais, ça dépend. On change d'album d'une émotion à l'autre dans mon enquête. Quand j'ai vu ça, j'étais surpris parce que je suis un méga fan de Supertramp. So, je te comprends, là, absolument. Ah ouais, c'est tellement bon, là. Ouais. L'une de tes enquêtes sur un meurtre d'un homme dans la quarantaine te fait réaliser que le tueur vient probablement de la commission scolaire de Montréal. Quelle est ta réaction? Ben, je l'enquête tout autant. À la limite, j'ai peut-être plus de chances d'en savoir plus. Tout à fait. Ça m'est jamais arrivé. Là. Je sais pas si tu m'as enquêté au point que je suis posée que je m'en rappelle plus, mais en tout cas, non. Mais je sais que dans mon cours d'enquête, il fallait faire un travail, aller chercher des choses dans le plumitif. Je m'étais rendu compte que c'était quelqu'un qui aurait pu travailler à la commission scolaire, mais je pense que c'était fictif de toute façon, mais même à ça, il était dans le plumitif, puis je l'avais écrit dans mon examen. Comme quoi, tu sais, parce que des fois, le conflit d'intérêt un peu. Mais non, c'est ça, je l'enquêterais tout autant. Ben, c'est sûr que s'il est juste suspecté, je ne ferais rien. Tu sais, parce que quelqu'un qui n'a pas été accusé, on ne peut pas faire, ce serait de la diffamation, ou en tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les... mais il y a toujours une prudence à avoir, parce que quand c'est des allégations, admettons, ou des suspectés de quelque chose, il peut y avoir 300 personnes de suspectées pour une affaire, hein, fait que c'est délicat. Je vais t'amener quelque chose de plus concret, mettons, OK? Simon Predge t'annonce qu'en 2010, il a tué son colocataire. Est-ce que tu le dénonces? Ben oui.
Oui. Ben oui. Mais non, mais c'est Simon, on fait pas ça. Ben, je sais bien, là, mais tu sais, c'est ça. Puis de toute façon, c'est parce que nous-mêmes, si on apprend des choses qu'on révèle pas, ben on est comme pas complice. Là. Je sais pas si Ouais. il y a une complicité après les faits ou je sais pas. C'est sûr qu'il y a toujours toutes sortes de choses qui peuvent être après ça amenées comme quoi on se sentait peut-être soudoyé, que si, que ça, il y a plein de Ouais, mais si on le garde on le met au congélateur pour le bouffer à Noël prochain, ça marche pas. Ça. À Naël qu'on dit. Naël, ouais. Bon, Naël. Annie, est-ce que tu aimerais animer le show Unsolved Mysteries? Ouais. Ben ouais. Mais ça, c'est de la reconstitution. Puis maintenant, je pense, avec Netflix, mais moi, j'écoute les vieux. Je les écoute en rafale. À tous les soirs, j'écoute ça. Là, en français? En anglais? Les deux. En anglais, je me mets des sous-titres parce que je suis un peu Elvis Gratton en anglais. Fait que je me force pas le soir. Mais j'ai toutes les gens coutus, puis ceux avec je les ai toutes réécoutés, là. Puis j'adore ça. C'est pour ça que sur ta rue, même s'il y a un petit peu de paranormal, puis qu'il y en a qui pourraient trouver ça moins crédible. Non, moi, j'aime ça parce que ça ramène un peu quelque chose de dossier mystère. Je capotais là-dessus. Si j'avais su plus jeune que j'aurais fait ça, j'en serais pas venue, là, c'est clair. Là, j'aimais tellement ça. Même si je crois plus au paranormal, j'aime ça pareil. La toune, elle reste dans la tête, ça n'a juste pas de sens. La toune, c'est l'union, là. Ben, je pense que tout le monde écoutait ça religieusement quand on était jeune. J'avais peur même quand j'ai ça. Oui. Ouais. Je vais y aller avec la dernière question parce que j'ai dépassé mon temps. Celle-là est un petit peu bizarre parce que ça a rapport plus avec l'émission. Mais Freddy ou Jason? Ah, Freddy. Ah, yes. Bon choix. Ouais, c'est vraiment... Moi, je ne suis pas très horreur, mais c'est Freddy Amityville. Moi, j'ai même des toutous, je me suis fait moi-même, là, d'eux autres. Là, moi, Freddy Krueger. C'était fort, tes toutous. Ouais. Mon fils aussi. Mon fils, il aime les choses horreurs un peu. J'ai faisais des Slenderman quand il était petit. Pour vrai? OK. Fait que tu as des talents de couture et tout. Ouais, je fais de la couture aussi. C'est curieux, hein, mais c'est ça. Ben non, c'est cool. Mais merci Martin, posons une autre question. En fait, juste pour revenir aux films d'horreur, c'est quoi tes films d'horreur préférés? T'en écoutes-tu beaucoup? Tu dis que t'es pas trop horreur, mais que t'en aimes quand même? Ou... J'aime pas la nouvelle vague d'horreur qui est arrivée début 2000, décadence et ces choses-là. Ça, là, vraiment, je comprends même pas. Trop violent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que je fais aussi du true crime, que j'aime ça, mais en fait, moi, c'est les archives puis fouiller avant le sujet des meurtres, j'aime pas ça, tu sais, fait que les gens disaient, mettons, à un moment donné, il y a eu une vague aussi de camping de l'horreur où ils reproduisaient, là, vraiment, c'était élevé au bout, puis le monde m'envoyait ça, Annie, c'est pour toi ça, non, pas pantoute, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas du tout, mais les films d'horreur, j'aime vraiment la vague des années 90, quand j'étais pré-ado aussi, là, fait que Freddy, Amityville, Chucky, puis tu sais, j'aime beaucoup les films d'horreur aussi, que tout ce qui est fantôme, un peu, tu sais, La Conjuration, mettons, Annabelle, Le Cercle, ça, puis évidemment, le projet Blair, j'ai dormi avec mon père, je pense, pendant 2 semaines, puis j'avais 18 ans. Là, fait que c'est ça. Ça, j'aime beaucoup ça, mais pas les affaires de vraiment heavy, trash, puis tout ça, j'aime pas du tout ça. Puis je présume que t'aimes les films un peu comme d'enquête, un peu comme genre Zodiac ou Seven, ou des choses comme ça, qui ont un lien avec les true crime ou les tueurs en série, ou quelque chose comme ça. Ouais, ben j'en ai pas écouté tant que ça. Je suis vraiment, je suis un petit peu comme une personne âgée au niveau de où est-ce que je suis rendue dans mes affaires. J'ai tout écouté les dossiers mystères américains là, de Netflix. J'ai écouté des séries là, style Broadchurch, The Missing, ces choses-là, des affaires de disparition d'enfants. J'en ai écouté quelques-unes, là, mais les films, ceux que tu as nommés, je les connais pas, mais certainement que je les aimerais. C'est juste que j'ai pas pris la peine de les écouter. Ah, il faut vraiment que tu écoutes le film Seven. C'est de David Fincher avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Ça, c'est pas en lien avec un vrai tueur en série, là, en tant que tel. Ouais, puis il y a quand même quelque chose de surréel. C'est un tueur qui reprend les 7 péchés capitaux, puis là, il fait des crimes. C'est assez gore. Parce que, bon, tantôt, tu disais que tu n'aimais pas ça, les décadences. Ça, ils se sont beaucoup inspirés de Seven, mais ils ont amené ça dans la violence. Là, c'est plus l'aftermath de la violence. C'est pas très graphique, on n'est pas dans la torture, mais c'est un peu dégueulasse. Il y a des moments là, dans Seven, mais après ça, tu sais, comme tu disais, Morgan Freeman, Brad Pitt, des performances incroyables. Ouais, non. Gwyneth Paltrow qui joue dans ça. Ouais. Tantôt, juste avant les questions horrifiques, tu as parlé de ton livre, en fait. Oui.
Peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que c'est quoi exactement le livre là, qui est disponible en magasin présentement? À la base, ben moi, j'écrivais l'histoire de Sidney Mitchell, qui est dans le fond une histoire que ça fait 2 ans que je travaille dessus. Fait que c'était mon gros coup de cœur là, des 2 dernières années. Ben, à ce moment-là, ça faisait 1 an à peu près. Puis ben, les éditions de là m'avaient approché, tu sais, connaissant déjà Simon qui avait sorti La mort en héritage. Ben ouais. Puis là, je leur ai fait lire mon histoire. C'est l'histoire, en fait, d'un homme là, qui a été incarcéré 20 ans pour rien à Bordeaux alors qu'il n'était pas l'assassin d'un... Puis c'est vraiment très creepy, là, parce que ce serait un ermite dans le bois dans les années 20 qui était assassiné à coups de hache là, sur le terrain d'une école de réforme. Tu sais, on est vraiment dans des affaires qui font un peu film d'horreur, justement, là, tu sais. Puis ce garçon-là, il a été arrêté en 1925, puis il n'est sorti de Bordeaux qu'en 1945. Puis j'étais curieuse, je suis tombée là-dessus, puis finalement, pour découvrir plein de choses sur cet homme-là qui m'a fait complètement tomber en amour avec, là, Feu Sidney, mort à 82, je sais pas ce qu'il pense de moi, soit qu'il veut me marier, soit qu'il demande un 801, mais que j'arrive en haut parce qu'il a peur de moi, là, parce que sérieusement, ça n'a pas de bon sens. L'obsession, j'ai faite sur lui, là, mais c'est correct, tu sais, c'est une belle obsession parce que c'est le fun, ça lave des noms un peu aussi, puis tu sais, ça m'a fait étudier là, toute la police puis la corruption qu'il y avait dans ces années-là. Et là, je l'ai fait lire aux éditions de l'Homme qui était intéressé. Puis ce qu'ils m'ont dit, puis je suis super d'accord avec eux, puis je suis contente de ça, c'est que oui, ils trouvaient ça bon, mais comme j'étais pas connue non plus, puis que cet homme-là, il n'est pas connu, c'est pas comme si je parlais de Jacques Messrine, tu sais. Mais là, j'attire déjà une certaine clientèle, là, tu sais, je pars pas à zéro. Mais là, lui, personne ne sait c'est qui, fait que les gens... Son nom, il n'aurait pas été vendeur, finalement. C'est ça l'affaire, tu sais, fait qu'ils m'ont dit, tu sais, on aime ça, mais on aimerait ça que tu aies plusieurs histoires. Fait que là, je dis, OK, c'est bon. Fait que là, je l'ai faite, puis finalement... Tu sais, je suis super contente parce que dans le fond, j'ai donné toute mon âme, là, j'ai toutes mis mes meilleures enquêtes là-dedans, puis je trouve ça bien mieux comme ça, puis c'est vrai que c'est mieux comme ça. Puis en plus, ils m'ont pas vraiment coupé mon histoire de Sidney parce que Sidney, j'avais rien pour faire encore un gros livre, là, tu sais, j'étais pas encore en... Tu sais, fait que c'est le dernier chapitre, je trouve que c'est la série sur le Sunday, finalement, puis ils ont, tu sais, les éditions là, ils ont vraiment respecté mon style. Fait que c'est toutes mes enquêtes, dans le fond... Il y en a pour toutes les époques, pas mal. Fait que c'est le tome 1, parce que j'imagine que si tu continues, tu enquêtes toujours. Fait que Attends, Christophe, excuse-moi encore une fois de te couper, mais tu parlais de cerise sur le gâteau. Et ça, c'est très important parce que nous, on a notre cerise à nous. Donc, je vais te le présenter tout de suite. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1... et action! Guillaume, c'est une cerise. Je m'y fais pas. Je me fais pas à cette introduction. Et Zumblar, cette présentation, c'était magistral. Je sais pas comment suivre ça. Je pense pas que je vais pas être à la hauteur. Salut Guillaume. En rouge. Salut, comment ça va? Ça va bien. Ouais, good. Bonjour Annie, heureux de te rencontrer. Bonjour. J'ai été présenté comme la série sur le Sunday. Je sais pas jusqu'à quel point ça va être. Voilà, c'est ça. Ceci dit, le hasard fait bien les choses, en fait, parce que je t'écoutais parler de tes enquêtes. Puis, moi, en fait, donc mon segment, c'est que je parle un peu de trucs qui m'intéressent. Je me suis fait donner carte blanche pour parler un peu de ce qui m'intéresse. Donc, mon segment s'appelle Salade cervicale. Et un petit moment dans l'émission pour vous présenter des trucs qui sont venus me chercher ou qui m'ont parlé dans les dernières semaines. Et le hasard fait que dans les derniers mois, je suis tombé sur 2 films français dits d'horreur suspense. Le premier, c'est Les Diaboliques. Si vous n'avez pas vu Les Diaboliques, s'il vous plaît, rendez-vous service. C'est un film extraordinaire qui se campe dans la même veine que Hitchcock. C'est de toute beauté, j'adore. Les années 60, ça, hein? Ouais. Noir et blanc, un peu crado, un peu creepy. On se fait rapidement au fait qu'on a l'impression que c'est un Hitchcock en français avec un accent français. Donc, déjà, ça casse un peu au début, excuse-moi Zumblar, mais on s'y fait très, très rapidement, puis éventuellement, on l'oublie, et le reste de l'histoire est extraordinaire. La fin est finie, en fait, c'est nébuleux. Bref, je vous laisse l'écouter. Mais le film qui m'amène ici, qui est un film un peu compagnon à ça, je suis tombé sur ce film-là par accident récemment et j'ai fait comme un petit vidéo pour vous expliquer ce qui m'amène à vous parler de ce film-là. C'est un film qui s'appelle Les yeux sans visage, qui est un film des années 60 aussi. J'en avais entendu parler, je ne l'avais jamais vu récemment. Je l'ai eu sous la main en streaming. Ça y est, le gars, il se prend pour Billy Idol. Billy Idol. On n'a tout pas compris, je pense. Non. Mais tu peux continuer, Guillaume.
Tu nous enverras l'explication, Zumblar, par la suite. Donc ça, mais si vous voulez, vous pouvez passer le petit extrait, mais unmutez-moi parce que je vais vous décrire par-dessus pourquoi ça m'amène à vous en parler. Gros moment de silence. Non, j'ai pas envie. Toujours un plaisir de travailler avec toi, Zumblar. Alors, voilà. Le film ouvre sur une scène plutôt énigmatique dans laquelle on voit une femme qui transporte ce qui est clairement un cadavre qu'elle a habilement déguisé avec un manteau et un chapeau, qu'elle jette dans la rivière pour se débarrasser du corps. Maintenant, ultimement, ce qu'on découvre à partir de là, c'est que tout ça, ça parle de ce personnage-ci, qui est un professeur en médecine super réputé dont la fille a été défigurée dans un accident. Le gars se dit, bon, moi, je suis médecin spécialisé en greffe, alors je ne vais pas me poser la question, je vais greffer une nouvelle face à ma fille. Le problème avec cette ambition-là, c'est que ça lui prend une nouvelle face à greffer. Alors, avec l'aide de son acolyte, /secrétaire, /infirmière, /blonde, la magouille qu'ils ont montée, c'est je vous le fais un peu en accéléré, c'est que ils font passer la pauvre défigurée pour morte pendant qu'ils s'organisent des kidnappings subtils de femmes qui ont un visage similaire à greffer sur la pauvre fille défigurée. Là, le film dit aussi que toutes les femmes qui prennent ont les yeux bleus et les cheveux de la même couleur que la fille. Personnellement, si tu vas juste prendre la face pour la greffer, on s'en fout un peu, soyons honnêtes, mais passons. Surtout en noir et blanc. Là, oui, voilà. Donc, dans tous les cas, c'est ça le concept du film. Donc là, ce que vous allez voir, en fait, c'est le premier kidnapping, très subtil, le docteur, avec la main dans le dos. Moi, écoute, c'est d'un subtil, et soudainement, on y arrive, boum, voilà, chloroforme. Ouais. Voilà. Maintenant, moi, la raison pour laquelle ce film-là mérite une mention, c'est à cause de plein de petits détails qui ont fait dans la finesse qu'ils sont venus me chercher. D'abord, voyons le premier plan dans lequel on voit que le premier moment, si vous voulez, où le titre du film commence à faire du sens. Donc, on découvre que la fille défigurée a un masque qu'elle porte normalement qui lui donne systématiquement l'air d'avoir des yeux, mais pas de visage. Quels yeux, sérieusement. Donc, j'en profite pour souligner le design absolument charmant du costume qu'elle porte. Ça, jumelé avec l'acting, ça lui donne un air spectral à souhait. J'adore. Encore une fois, regardez bien ça. Quels yeux, c'est magnifique. Des grands yeux, tout émerveillé, de toute beauté. Donc, là, on est déjà dans une approche qui rappelle les yeux comme étant la fenêtre de l'âme. Et là, on a un spectre qui n'a plus que ses yeux. J'en profite ici pour vous montrer la scène où on voit finalement le visage de la pauvre fille défigurée. Pas tout à fait en focus, vous allez voir, mais c'est pas grave. On en comprend très bien le principe. Et voilà. Et là, bon, le film avance et on se retrouve dans une scène plutôt pas mal réussie, en fait, considérant les moyens disponibles, dans laquelle le médecin et sa blonde /assistante /etc. Procèdent à l'opération pour retirer le visage d'une de leurs victimes. Et là, moi, en tant que spectateur, je commence à me dire « Ah ben tiens, le film a un second degré. C'est intéressant parce qu'il a envie de nous parler aussi de la perte de visage comme perte d'identité, comparant la perte de visage avec une mort symbolique. » Donc, c'est fascinant, c'est grinçant, un peu parce que, bon, l'opération n'a pas l'air sympa. Et donc, soudainement, ce qu'on a... mais il arrache vraiment la face. Et soudainement, ces deux plans-là, celui-là et le prochain. Et ces deux plans-là sont aussi, littéralement, des yeux sans visage. Ouais. Et là, moi, tout d'un coup, dans le film, je réalise que le film a envie de me parler d'autre chose. Il a envie de me parler de la déshumanisation de la médecine puis de la science. Et là, j'ai le goût d'applaudir, en fait. C'est cette petite capacité-là à prendre un seul titre, un peu obscur, et de l'explorer dans plusieurs directions en même temps. Bon, après ça, bon, ça se gâte un peu, c'est plus ou moins le high point du film parce que ça devient juste une sorte de thriller policier jusqu'à la fin, puis c'est assez classique, les méchants meurent. Et là, on finit sur ce plan-là où le spectre quitte un peu le monde des vivants et va explorer la forêt. J'ai juste beaucoup de plaisir à imaginer les gens qu'elle va aller terrifier par la suite en se promenant dans cette forêt-là, habillée comme ça, tout à fait spectral. Eh bien voilà, donc c'est ça qui m'amène à vous parler de ce film-là. Tous ces petits détails-là que j'ai flagués en l'écoutant, j'étais comme « Ah ben c'est bien quand même, j'aime bien. » Merci jeune homme, ma petite cerise. C'est pour juste préciser qu'en fait les yeux sans visage sont un immense classique en France Georges Franju du genre français, surtout de l'époque, et qui a inspiré vraiment énormément de monde, dont
le chanteur Billy Idol, qui dans les années 80-90 a fait une chanson qui s'appelle Eye Without a Face. Ah là là. Voilà le lien. Mais, donc, moi, j'ai envie de dire aussi, ce film-là m'a rappelé beaucoup et ça m'a donné l'impression que ça avait inspiré un peu de Skin I Live In. Oui, totalement. Ça a le même espèce de désagréable. De, j'arrache la face puis je fais des opérations. Puis, donc voilà, c'est tout. C'était ça donne le goût de le regarder. Je trouve ça intéressant. Moi, je n'ai tellement entendu parler de ce film-là. Moi, je lis beaucoup sur le cinéma d'horreur. Merci, Guillaume. Il est déjà parti. Blanc, il t'a viré ça. Oui. Chronique, on veut parler avec Annie. Go. Non, c'est vraiment très cool. Je suis content d'avoir vu ça en accéléré. C'est exactement. Allez, Annie. Écoute, revenons avec Annie, justement. Annie, j'aimerais ça tantôt, tu parlais d'un autre podcast qui s'appelle Rétrocrime, que tu fais avec Jean-Philippe Rousseau. C'est quoi exactement? C'est quoi la différence entre... Rétrocrime, c'est un épisode différent à chaque fois. C'est pas une suite. C'est aussi parce que Jean-Philippe, je l'ai découvert en cours de route aussi pendant l'enquête de l'affaire Lambert, qui lui aussi faisait déjà du podcast. Fait qu'à deux, on pouvait faire quelque chose avec ça. Puis on avait des enquêtes, je pense que la seule suite qu'on a, c'est parce qu'on parle de hold-up manqué à un moment donné. Fait qu'on a une partie 1, partie 2. Mais sinon, c'est quasiment toujours une affaire différente, une enquête différente à chaque fois. Fait que je trouve ça le fun pour les auditeurs aussi, de pas... ceux qui vont moins aimer une histoire, ils n'en ont pas pour une série au complet, Fait que, c'est ça. Puis on appelait ça rétrocrime parce qu'on parle plus, évidemment, avec moi, c'est quasiment toujours des choses du passé. Okay. Du moins à différentes époques, là. Et parlons de Sur ta rue, en fait, parce que c'est quand même intéressant. Tu disais comme tu es parti d'un podcast, c'est devenu un livre. En fait, parce que, et là, Sur ta rue, où est-ce que tu es avec des personnalités connues au Québec et tu leur montres leur quartier. En fait, comment que le projet est venu? Comment que ça a commencé, en fait, ce projet-là? Moi, j'ai déjà un blog qui s'appelle La dépoussiéreuse de crème. Puis sur ça, à un moment donné, j'avais comme besoin des fois de faire des enquêtes qui sont moins prenantes émotivement. Fait que des fois, en fait, ça a commencé avec Simon Predge qui, à un moment donné, je pense qu'il a même fait un épisode, c'est un épisode spécial sur plein de choses qui se sont passées dans un même immeuble. Je pense que c'était au coin d'Adam. Puis, en tout cas, c'est vraiment dans le centre-sud. OK. Puis, je sais pas pourquoi, je m'étais rendu compte que c'était passé plein d'affaires à la même place. Puis, je me disais, mais ça doit arriver souvent. Parce qu'à Montréal ou dans le Vieux-Québec, c'est tellement vieux, fait qu'il a pu se passer autant des choses positives que glauques, des affaires toujours à la même place. Puis là, j'avais commencé à faire, ça s'appelait Sur ta rue, c'était sur mon blog, puis c'était comme, surtout dans mon quartier à Tétroville, à Montréal. Okay. J'aimais ça voir qu'est-ce qui a pu se passer au centre d'achat pas loin, à tel coin de rue. Puis là, je trouvais plein d'affaires, des fois loufoques, de toutes sortes. Puis, à un moment donné, c'est une productrice, dans le fond, Rosamée Automne-Témorin, qui a vu ça. Puis qui s'était prêtée au jeu, en fait. Puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait déjà un mandat de produire du documentaire. Fait qu'elle voyait en ça un concept là, intéressant pour la télé. Puis, pendant le COVID, en fait, on a développé ça. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, comment que vous choisissez... Les invités? Ouais, les invités, outre le fait que je présume sont dans ce quartier-là, mais quand même. Non, ça part même pas du quartier. En fait, il y a toujours de quoi savoir, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est eux qui choisissent selon des invités qui ont envie de le faire. Cette année, pour la deuxième saison, on a fait un petit peu attention je leur ai quand même donné une couple de gros cas que je connaissais, des villes qui étaient peut-être un petit peu plus payantes, là, si on peut dire, en termes de faits divers. Mais en général, là, ce qui est plus difficile des fois, c'est que des fois, il va y avoir des artistes qui restent ou qui ont resté sur une rue qui est quand même un quartier résidentiel assez contemporain là, dans ce temps-là. Il faut que j'aille creuser un peu ce qui s'est déjà passé à l'époque des terres, là, tu sais, puis tout ça. Là, ça devient plus compliqué parce que, tu sais, on veut quand même qu'il se soit passé de quoi sur la rue, même dans la maison, l'idéal, tu sais. Fait que... mais pour chaque village, quartier, je trouve des affaires, là. Ça, c'est clair. Écoute, j'aimerais ça juste qu'on monte la bande-annonce, Zomblast. Tu pourrais nous partir la bande-annonce de Sur ta rue, en fait, pour que les gens puissent voir et entendre, pour ceux qui ne connaissent pas la série.
Le concept de l'émission Sur ta rue, ça va être de faire visiter à une personnalité son quartier à partir de sa maison. Et on ratisse un peu plus large le coin de la rue, le quartier où ce qu'on pouvait appeler la paroisse à l'époque. Puis ça va être de nommer les hauts et les bas de ce quartier-là. Des fois, on ne choisit pas l'histoire. De lui donner l'historique du crime, comme ça peut être aussi des faits divers en général, des fois des faits historiques marquants qui se sont passés tout autour de sa maison d'enfance ou de sa maison présentement. Mélanger la télé et l'enquête, pour moi, c'était quelque chose qui me faisait peur un peu parce que je suis amie avec plusieurs victimes collatérales ou familles de victimes. Si on respecte l'histoire de ce qui s'est passé, on est capable de faire de quoi qui va respecter la famille aussi parce que c'est important. Si on veut du vrai true crime, faut que ce soit vrai. C'est du true crime, ça le dit. Faut pas juste axer sur le sensationnalisme. De toute façon, si on est capable de creuser des affaires, le sensationnel, il va venir tout seul de toute façon. Nous, avec Sur la route de l'horreur, des fois, quand on part en tournage, on va sur des lieux de tournage, comme on était sur les lieux de tournage de In the Mouth of Madness, des choses comme ça, des films, le film de John Carpenter, et on tripe d'être là, on trouve ça super intéressant. Fait que je pense qu'on peut comprendre comment que toi, ça doit être intéressant aussi de te promener dans ces lieux-là et de pouvoir associer, ben, comme tu dis, la télévision avec les histoires que tu as. Ouais. Je suis curieux, par exemple, parce que dans l'annonce, j'ai vu la rue Sainte-Catherine. Ça doit être busy en maudit comme True Crimes là-dessus. J'appelle ça un buffet chinois, là. Oh, il y a il y a du choix sur Sainte-Catherine dans ce coin-là, là, surtout là où on était, là. Il y a déjà eu en face l'ancien poste de police d'époque, là. C'était... il appelait ça Maisonneuve, hein, dans ce temps-là, ce coin-là. Puis, il s'en est passé beaucoup. Puis, tu sais, les lieux, à quelque part, tu sais, puis nous, moi, on est un petit peu plus dans la fiction, mais, tu sais, on aime ça visiter des lieux de tournage parce qu'on dirait que ça a gardé un petit peu de ce moment-là. Puis, dans la réalité, est-ce que tu ressens ça des fois? Tu sais, tu es tellement dans une histoire, tu t'en vas sur le lieu, puis tu ressens un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ça se peut-tu, ça? Parce que, tu sais, les profilers, tu sais, j'ai lu une couple de livres, tu sais, les tueurs en série, tu sais, ça m'a déjà fasciné à une autre époque de ma vie, puis tout le phénomène des profilers, que justement, ils allaient sur les lieux de crime, puis ils étaient capables de, justement, de s'imaginer comment ça s'était déroulé, puis juste d'être dans le lieu, puis d'observer. Ben, tu sais, de ressentir des choses... ben, peut-être ressentir un aïe, je suis là. Tu sais, je suis là où ça s'est passé, puis de réimaginer. J'ai pas nécessairement un ressenti, mettons, spirituel ou quoi que ce soit. Quoique, ça m'est déjà arrivé pour mon enquête là, du monsieur qui a fait de la prison pour rien, d'avoir même eu l'impression de le voir, parce que ça a traversé mon champ de vision en conduisant exactement là où il vivait, là, dans une petite laiterie. Puis quand j'ai regardé dans mon rétroviseur après, il n'y avait rien, là, tu sais, puis j'ai vu une silhouette, mais tu sais, c'est rare, je dis une affaire de même, là, je viens de faire un statement de même, là, mais... En plus, tu disais tantôt que tu ne crois pas au paranormal, fait que c'est juste une... J'y crois pas, mais en même temps, je n'ai peur comme ça se peut pas, fait qu'à quelque part, je ne sais pas si j'y crois pas tant que ça, mais oui, retourner aux endroits, là, parce que des fois, mettons, je pense à le meurtre d'une escorte de luxe qui est arrivé en 59. Elle a été vue pour la dernière fois dans le Red Light à Montréal, puis ils l'ont retrouvée dans un sac à couchage, dans un marécage, dans le bout de Como, qui est proche de Vaudreuil-Dorion. Puis de y aller, puis de voir, OK, mais c'est un tournant tellement serré, t'arrêtes pas là, il n'y a même pas de place pour s'arrêter. Puis là, tu sais, moi, c'était en plein été que je suis allée, la végétation est grande, on le voit même pas, le marécage, tu sais. OK, c'est une zone de confort. Quelqu'un, tu sais, oui, c'est comme d'y aller sur place, on se dit, OK, non, la personne qui a mis ça là, c'est une zone de confort. Tu sais, je m'en doutais, mais ça vient te confirmer des affaires. Puis, tu sais, c'est de voir aussi les vieilles places. Ça a déjà été un cabaret. Il y avait-tu, tu sais, c'est une fille de cabaret, tout ça, tu sais, qui a pu connaître. C'était qui de la mafia qui peut être dans ce coin-là? C'était qui? Fait que, tu sais, il y a tout le côté que de se mettre dans la peau de, quand on va à des places même. Justement, tu nous racontes des belles petites histoires, là, mais est-ce que tu as une bonne anecdote bien croustillante? Je te laisse réfléchir juste 2 secondes, le temps d'envoyer le petit générique. Go. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. OK. Oui, c'est à toi, vas-y, prends les ondes. OK. C'est sûr qu'il y a des anecdotes, j'en ai beaucoup sur des faits divers. Par exemple, quand je cherche des hold-up manqués, c'est vraiment quelque chose par accident.
on passe pas à côté du fait que j'ai déjà vu que des jeunes ont déjà fait un hold-up dans un dentiste. Premièrement, on est ailleurs. Wow. Un hold-up chez un dentiste et dont l'arme de menace était une épée. Fait que je me disais quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient voler? Des couronnes? C'est quoi, un drill? Au prix que les dentistes chargent, moi aussi, peut-être que c'est la bonne place. C'était dans les années 80 à Place Laurier à Québec. Puis, tu sais, moi, c'est plus, je me suis demandé comment tu cours. Après, c'est quoi, il y a un fourreau pour la mettre, son épée? C'est pas super pratique. J'ai une kyrielle d'affaires comme ça aussi dans le temps que les hold-up où que le monde était tellement écœuré que c'est déjà arrivé du monde armé jusqu'aux dents, puis qu'il a fait non, je t'ai écœuré, puis gros coup de poing d'en face, puis finalement, il knockait le gars parce que, armé ou pas, il en pouvait plus de se faire prendre toutes ses tu sais, parce que c'était. Dans le dépanneur, genre? Ben, tu sais, c'était tout à l'après-guerre, puis tout ça, tu sais, comme les économies, puis tu sais. Fait que ça, j'ai énormément d'anecdotes de ce genre-là, là, des hold-up manqués, aussi des femmes aussi frondeuses. Tu sais, une fille sur la rue Masson qui a knocké un ancien boxeur qui s'en venait faire un hold-up. La fille, elle pèse à peu près 102 livres. Puis elle est tellement venue sur le nerf qu'elle a donné un coup de poing. Puis le gars, il est vraiment tombé sans connaissance. Là. Il n'est pas dans un ring de boxe, là, puis c'est un ancien boxeur, tu sais. Fait que Sinon, j'en ai une aussi avec Rétrocrime, avec Jean-Philippe, à un moment donné, parce qu'on cherchait à faire pour l'épisode de Pierre-Yves Lard à Québec, de Sur ta rue, on cherchait des choses reliées au pont de Québec, tu sais. Fait que là, sur Satellite, on commence à regarder ça, puis je sais pas pourquoi, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on voit sur Satellite? C'est quand même pas quelqu'un, salut, j'ai une histoire à te raconter, tu sais, mais c'est pas grave. On était là-dessus, puis on découvre une épave sur le bord, puis ça en était peurant, puis elle est encore là, tu sais, si vous allez sur le pont de Québec, en ce moment, là, tu sais, le Satellite, parce que ça change à quelques années près, puis on voit vraiment une épave, là, tu sais, fantomatique, un peu avec, tu sais, les caisses-casques, que j'appelle ça, des caisses de marchandises, là. Oh, ouais. Puis là, j'ai dit, aïe, c'est incroyable. Puis on a fait des recherches de fou, puis on avait l'impression, c'est sûr, c'est connu, là, on écrivait épave, visible, satellite. Tu sais, il y a tellement d'histoires de Google Street View, tu sais, les top 10 d'affaires plus creepy, des choses. Et je me disais, il est quelque part, cette épave-là. Puis finalement, on a sillonné le Saint-Laurent, on a passé des heures là-dessus pour se rendre compte que c'est juste une erreur de merge, tu sais, parce que c'est comme du panoramique qui doivent merger comme un panoramique. Puis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'affaires bizarres sur le fleuve de même, tu sais, des bateaux coupés en deux parce que le merge n'a pas été fait comme il faut. Okay. C'est une de nos enquêtes niaiseuses un peu, mais qu'on trouve que c'est intéressant de le compter parce que ça fait partie de... Tu sais, moi, je ne suis pas une personne qui a beaucoup d'orgueil là-dessus. C'est comme, gars, je me trompe, je le compte, on en rit. On a passé du temps au bout sur la fausse épave fantomatique. Puis, c'est quand même comique. Ouais. Très cool. Écoute, Annie, on arrive à la fin de notre épisode. Hein. Comme j'avais dit, ça passe assez vite, c'est 1 heure. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, outre il y a la saison 2 de Sur ta rue, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous parler pour 2022? Tu sais, je parlais du livre tantôt, tome 2. Est-ce que tu as déjà un intérêt? Est-ce que ça se peut? Ben là, on travaille, c'est plus parce que, bon, c'est sûr que moi, j'ai mis mes plus grosses enquêtes. Hein, fait qu'un tome 2, il faudrait que ça me prendrait un certain temps pour le travailler. J'ai pensé peut-être co-écrire avec Jean-Philippe parce que on a fait tellement d'enquêtes ensemble, ça n'aurait pas de bon sens de toute façon que je les écrive tout ça. C'est pas juste écrire, hein, c'est toute la recherche. Fait que là, on est sur quelque chose qui ressemble un peu au concept de Sur ta rue, mais c'est de prendre des endroits mythiques, très mythiques. Okay. De Montréal? Certains hôtels, Québec, évidemment, toujours Québec, dans la province de Québec. Okay. Puis de voir tout ce qui s'est passé, qui n'a pas été ressorti, là, qui est dépoussiéré, entre guillemets. Puis, on a trouvé des affaires, là. Il y a des places que... C'est ça. Fait que là, on a pensé à un concept comme ça, de faire peut-être d'écrire quelque chose sur un genre de sur ta rue. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, à tel endroit, enquêter des endroits mythiques. Évidemment, qui sont souvent des immeubles très vieux, là. Je ne les nommerai pas là, mais... Ben non, OK. Fait que dans la prochaine année, dans 2 ans, où on verra... Ben, tu sais, ça se peut que ça commence en podcast, parce que, tu sais, dans mon livre, là, il y a des choses qui avaient passé en podcast, parce que c'est pas les mêmes. Tu sais, les auditeurs, surtout de Sur ta rue, je parle beaucoup de généalogie, tout ça. Fait que, mais les lecteurs, eux, c'est pas la même chose que que le podcast. C'est relativement plus jeune, hein? C'est pas que les lecteurs sont pas jeunes, oui, mais qui vont s'intéresser à ce que moi je fais parce que je parle beaucoup de généalogie puis d'affaires des années 40, 50, etc. C'est sûr que je rejoins un public plus de mon âge, peut-être un peu plus mature. Fait que c'est normal, mais il y a quand même des jeunes qui aiment ça, là. Cool.
Ben écoute, on va regarder sur ta rue lorsque la saison 2 va être en ondes. Je te remercie beaucoup d'avoir pris 1 heure avec nous. Ben oui, j'espère que Simon t'a pas trop tordu un bras pour que tu viennes passer 1 heure avec nous. Non, merci à vous autres, c'est le fun. C'est super le fun. Écoutez, merci tout le monde, merci les boys d'être là à toutes les semaines aussi. Merci encore aux bières philosophales qui nous nourrissent à toutes les semaines. Horreur Fanatique qui font des encans tous les samedis soirs. Qui sont nos fiers partenaires et commanditaires du podcast et du show de télé. Suivez-nous sur Patreon, on est sur YouTube, Facebook, etc. Et allez liker puis allez écouter les podcasts de Annie aussi. C'est super intéressant. Moi, je suis un fan de True Crime. J'adore. Mon True Crime favori, ça s'appelle The Jinx. Je ne sais pas si Annie, tu as déjà vu The Jinx sur HBO. Les filles de La Captive nous en ont, nous en ont parlé aussi. C'est 6 épisodes. Je te conseille d'absolument rien lire sur le personnage, de juste regarder les 6 épisodes. Effectivement, c'est complètement fou. Je donnais le bain à mon fils, puis j'avais mon iPad tellement que je voulais tout écouter comme en 2 jours. Fait que c'est complètement incroyable. Et pour finir l'émission, je vais laisser ça à Zomblard qui va tenter de nous faire rire en ce premier épisode de 2022. Ça sera difficile. Oui, ça va être très difficile. D'abord, merci Annie. C'était vraiment très intéressant. Et comme je dis un peu trop souvent en ce moment, c'est que les invités intéressants, je suis obligé de rien dire parce que j'écoute. Et du coup, je dis plus rien. Alors mes fans habituels ne m'entendent plus. C'est dommage pour eux, mais vous inquiétez pas, je suis là pareil. Hein, ok. Donc, une petite dernière pour la route. Vous savez que, vu que c'est je vais en choisir une vraiment nulle, peut-être connue, même la gang, vous allez la connaître sûrement. Vous savez comment on appelle un professeur vampire? Oui? Non? Non? Saignant.